Bienvenue au podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Josiane, qui est gestionnaire de la Fondation Papillon Maison Enfants Famille Outaouais. Je crois que c'est vraiment l'épisode où j'ai vécu le plus d'émotions. Josiane s'est livrée avec une grande vulnérabilité sur le combat de sa fille contre le cancer, avec son décès, mais aussi comment la mission est née à travers cette immense épreuve. On va parler de douleur, d'amour, de résilience, mais aussi l'importance d'offrir un accompagnement humain aux enfants malades et à leur famille ici en Outaouais. C'est un épisode qui est profondément touchant, qui m'a rappelé à quel point la vie est fragile, puis à quel point certaines personnes transforment leur souffrance en lumière pour aider les autres, ce qui est hyper beau. Cet épisode est commandité par Physio Outaouais. Depuis plus de 30 ans, Physio Outaouais redéfinit les standards en réadaptation, que vous soyez athlète, parent, enfant ou en réadaptation après une blessure ou un accident. Leur équipe vous accompagne avec une approche humaine, une expertise de pointe et une prise en charge entièrement personnalisée pour des soins supérieurs et des résultats inégalés. Bienvenue au podcast Inspiration Santé, Josiane. Salut Émilie, merci de l'invitation. Est-ce que tu as déjà fait un podcast? Oui, j'ai déjà fait un podcast. Dans mon autre vie, j'étais artiste de la scène, puis j'ai participé à plusieurs projets audio, dont certains avec Transistor. Donc, merci pour ce retour derrière le micro, c'est bien agréable. Fait que toi, tu n'es pas stressée avec ces affaires-là? Non, ça va. Moi, Okay. c'est... Plus, faut que j'oublie qu'il y a des caméras dans le côté, là, mais le monde audio, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, on vient parler surtout de la Maison Papillon Enfants-Famille. Mm-hmm. Nous, on organise un événement qui est iRocks ici. Le 13 juin, il y a une compétition, une simulation. Puis, on a décidé, on voulait comme donner. Moi puis Magali, qui est mon associée, on voulait vraiment donner à une cause. Puis, j'ai entendu parler de vous, puis je me dis ça serait parfait. Donc, tous les dons, l'argent qui va être remis pour le stationnement va être donné à Maison Papillon, même si ça ne sera probablement pas les gros montants. Nous, ça va être notre contribution. Puis pour moi, c'est important que tu viennes au podcast pour parler de la fondation, qu'on peut dire que c'est une fondation. Oui. Est-ce que c'est un OBNL? C'est un OBNL, c'est un communautaire, mais oui, on est aussi, présentement, on est surtout une fondation vu qu'on n'a pas encore de maison qui est construite. Donc oui, c'est bien la fondation. Puis il n'y a pas de dons, les dons petits ou grands, tous les dons aident. Là. Et au-delà du chiffre, venir au podcast aujourd'hui, pouvoir parler aux gens, que les personnes apprennent à en connaître un peu plus sur notre mission, ça a une aussi grande valeur qu'un don. Donc, c'est toutes les aides comme ça qui viennent de la communauté sont très précieuses pour nous. C'est difficile des fois, donner. Moi, mon fils, on s'en était parlé au début à notre première discussion téléphonique. Il y a la maladie de Hirschsprung qui... Selon le médecin, ça veut dire qu'il ne se guérit pas, fait qu'il apprend à vivre. Il y a eu l'opération, fait que techniquement, il n'y a plus la maladie. Mais j'ai voulu amasser des fonds pour cette maladie-là, puis c'était hyper complexe. Mm-hmm. Fait que je l'ai faite pour Chio. Fait qu'on avait fait comme un truc de burpees pendant 1 heure, le plus de burpees. Fait que pour moi, la maladie chez les enfants, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. En parlant avec toi, je voulais comprendre pourquoi tu as décidé, parce que tu es la seule employée. Tu es gestionnaire du projet campagne Maison Papillon Enfants Famille. Donc, c'était quoi la flamme? Pourquoi que tu voulais vraiment embarquer dans ce projet-là? Mais c'était un peu prédestiné, là, si je veux dire, si on peut dire. Moi, tu dis que tu étais une maman Chio. J'ai été une maman Chio pendant 6 ans avec ma fille Ariel, qui est décédée en 2021. Je le dis d'emblée parce que des fois, le monde s'accroche à l'espoir. « Oh, est-ce qu'elle est correcte aujourd'hui? » Non, elle a eu ses ailes, ma belle grande fille. Mais ce parcours-là, donc ça a été 2 cancers, beaucoup d'hôpital. Et son parcours s'est terminé en soins palliatifs à Roger Neilson, à Ottawa, qui est une maison comme la Maison Papillon, donc les soins palliatifs pour enfants. En partant, quand on était là-dedans, je ne savais même pas que les soins palliatifs pour enfants, ça existait. Puis, si je suis bien honnête, moi, ma fille et son papa, quand l'équipe de soins palliatifs venait nous saluer, venait nous
prendre un peu des nouvelles de nous, voir s'il y avait besoin si on avait besoin de leur aide. On les ignorait pratiquement. C'est comment je pourrais dire, c'est un peu... Dans nos têtes, ils représentaient un peu comme les oiseaux de malheur. Comme, ben non, nous, on veut guérir ma fille. On n'est pas en soins palliatifs. Puis ça, c'est l'erreur. Ben, c'est l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend les soins palliatifs. On connaît surtout ce qui se fait dans le monde adulte, où c'est une équipe qui arrive en fin de vie. Donc, quand le temps est compté. En pédiatrie, c'est super différent. On arrive dès qu'il y a un diagnostic. Donc, c'est une équipe qui est vraiment là pour... Pendant que les autres médecins s'occupent de guérir, s'occupent de traiter, eux sont là pour la gestion des symptômes, sont là pour calmer la douleur. Puis pas juste physique, la douleur mentale, la douleur émotionnelle aussi, puis c'est pas juste celle de l'enfant, mais celle des parents qui s'occupent de cet enfant-là, des frères et des sœurs, ou de toute autre personne qui est importante dans la vie de l'enfant. Mais ça, sur le coup, on le sait pas. Hein? On veut juste que notre enfant guérisse. Donc, c'est plus facile des fois de faire semblant que cette équipe-là n'existe pas. Malheureusement, à un moment donné, pendant le cours de route, après des mois et des mois de traitement très, très agressif pour son deuxième cancer, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus. Et que là, on n'avait comme plus vraiment le choix de regarder dans les yeux les gens des soins palliatifs. Et c'est le regard de ma fille qui m'a fait changer d'idée sur cette équipe-là. Donc, elle le voyait maintenant comme un soulagement, comme des gens qui comprennent. Et c'est là, ça a fait notre niveau de détresse a enfin été adressé. Là, en tant que famille, il y a des gens qui s'occupaient de nous. On pouvait s'occuper du bien-être de notre fille. On pouvait organiser notre vie mieux. On pouvait mieux s'occuper de nos autres enfants. Et avoir su, on l'aurait fait plus tôt. Donc, pour revenir à ta question, pourquoi je travaille pour la Maison Papillon maintenant, c'est parce qu'il y a 300 familles qui n'ont pas de soins palliatifs pour leurs enfants et qui en auraient besoin en Outaouais. Et c'est pour s'assurer que ce parcours-là soit le plus doux possible. Je ne peux pas dire facile parce qu'il ne sera jamais, mais qu'il y ait le plus de douceur, de soutien puis d'amour autour de ces familles-là pendant l'épreuve la plus impossible d'une vie. Là. Fait que là, tu as dit deuxième cancer, ça veut dire qu'au début, comment ça a été quand vous avez eu l'annonce de la maladie, puis quel service vous avez eu? Vous étiez à Chio à ce moment-là? Oui, on était... en fait, le premier cancer de ma fille, c'était un lymphome d'Hodgkin, qui est un cancer assez commun et qui a un plan de traitement très éprouvé et efficace. Donc, comment je pourrais dire ça? Si tu as à piger dans le chapeau du cancer, c'est peut-être ce genre-là que tu veux. Ma mère a eu le non-Hodgkin. Le non-Hodgkin. À l'âge de 48 ans. Puis elle est guérie de... Ça a été quand même chimio, toute la patente, là, mais c'est ce qui disait que c'était comme le meilleur des cancers. Bien, c'est qui est connu. C'est que les équipes traitantes le voient souvent, puis il y a des plans de traitement qui existent puis qui fonctionnent super bien pour ce cancer-là. Donc, nous, on l'avait remarqué, souvent c'est que ça passe dans le beurre parce que faut que tu puisses voir la masse, puis il faut qu'il y ait des symptômes pour que tu puisses te rendre compte, mais souvent, ça se fait très tard dans le processus. Mais elle, sa bosse était dans le cou. Donc, elle était visible. Donc, après des tests et des attentes interminables, et oui, j'ai quasiment dû harceler certains hôpitaux parce que ça faisait des mois qu'on savait la biopsie était envoyée, mais que personne ne nous donnait de réponse. Mais c'est là qu'on a su que c'était un cancer et ma fille a commencé sa chimio le jour de sa fête de 9 ans à Chio. Et c'est là que tu comprends que, OK, parce que nous, dans notre tête, on ne peut pas commencer juste 2 jours plus tard. Non, c'est quand on sait qu'il y a un cancer puis on doit le traiter, c'est vraiment que ça soit Noël, la fête de quelqu'un, peu importe, the show must go on. Donc, le traitement commence. Sur le coup, c'était la pire nouvelle au monde. Après 2 cancers, je me rends compte que ce premier cancer était très, je ne veux pas dire facile, là, mais était beaucoup plus doux. Mais il était nouveau. Donc, c'est la peur. Je pense que c'est pour la première fois de notre vie, on se rend compte que nos enfants peuvent
mourir. C'est pas un parent qui veut penser à ça. Même c'est ça qu'on dit à nos enfants quand ils nous le demandent. Oui, mais les enfants, mais non, c'est les personnes plus vieilles qui partent. Puis les enfants, ça meurt pas. Mais on peut plus se cacher derrière ce mensonge-là. Donc, ce premier cancer-là nous a réveillés, nous a conscientisés, mais ça a été un court parcours. Le traitement a duré quelques mois, ensuite rémission. Puis là, on continue à vivre. Puis là, on se dit, bien, dans 5 ans, on va pouvoir célébrer que c'est derrière nous. Puis pendant ce moment-là, elle avait des suivis tous les 6 mois, des scans juste pour surveiller le retour du cancer. Puis à son dernier scan, dans le fond, là, avant d'arriver à son 5 ans, qui était à la marque de 4 ans plus tard, ils ont trouvé une masse sur son rein. Et c'est là que, encore, on a recommencé l'attente. Mais là, tout d'un coup, les choses bougeaient beaucoup plus vite parce que c'est un deuxième cancer. Et c'était malheureusement pas le même. Donc, pas relié du tout. À ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi ma fille a développé 2 cancers complètement différents. Mais celui-là, un peu comme ton garçon, c'est un cancer super rare qui est considéré comme une maladie orpheline. Donc, peu de connaissances, peu de recherches. Il y a eu moins de 10 cas au Canada seulement qui ont été traités. Donc, là, on se rendrait compte, OK, là, on n'est plus du tout dans le même parcours. Puis là, c'est ce que tous les parents redoutent quand ils entendent le mot cancer. Mais c'est vers ça qu'on s'en allait. Puis je dois dire que ma fille a été une championne de résilience pendant ce traitement qui aurait mis à terre l'homme le plus fort au monde. Puis finalement, cette masse-là qui était au rein, c'est quoi? C'est une tumeur cancéreuse? C'est quoi? C'est un sarcome des tissus mous qui s'appelle tumeur desmoplastique à petites cellules rondes, de son acronyme le DSRCT. Qui habituellement, c'est des tumeurs qu'on ne voit pas sur le rein. Ce qui avait ça, en plus d'être un cancer rare, c'était la 2e cas dans la littérature médicale qui était sur le rein. Donc, habituellement, ça se présentait dans l'estomac ou l'intestin, surtout. Donc, ça a été 1 an et demi de chimio, de radio très, très intensive. Puis, on a eu un 6 mois en février 2020. Elle a eu sa rémission. Donc, l'équipe a décidé d'arrêter les traitements. On est tombé en pandémie 2 semaines après qu'elle ait eu sa liberté. Et à la fin de l'été, donc au premier scan de suivi, c'était métastasé. Et là, ses poumons se sont allumés comme un arbre de Noël. Et là, ça faisait assez longtemps qu'on naviguait dans l'oncologie pour savoir ce que ça voulait dire. Et qu'à partir de ce moment-là, les traitements pour ma fille ne serviraient qu'à allonger la vie et non pas à la sauver. Ta fille, est-ce qu'elle comprenait ce qui se passait, puis comment, c'était quoi sa réaction, puis son attitude face à ça, face à la mort, face à voir ses parents qui sont comme complètement attristés? Elle voulait toujours nous protéger. Elle était beaucoup plus consciente et prête, elle est consciente de ce qui se passait et prête à ce qui s'en venait que nous. Pendant son 6 mois de convalescence, de rémission, rémission, je le dis entre guillemets, parce que c'était pas vraiment ça finalement, mais pendant les 6 mois de pause, nous, on était beaucoup plus dans la célébration, puis dans le OK, on peut recommencer à se projeter dans ça va aller, là, on retombe dans la santé, puis elle, on la voyait un peu descendre, ce nuage noir qui quittait pas sa tête. On a essayé de lui faire passer le plus bel été possible pour justement lui changer les idées, mais quand l'annonce est tombée, nous, on était les jambes sciées, mais elle, c'est ce qu'elle sentait dans son corps depuis des mois. Donc, quand l'équipe soignante nous a suggéré d'aller visiter la maison Roger Neilson, juste pour qu'on rencontre les gens, qu'on voit à quoi ça ressemble, c'est ma fille qui a dit oui, puis je veux y aller tout de suite. Et elle est rentrée à la maison Roger Neilson comme si on rentrait au Ritz-Carlton. C'était tout d'un coup la plus belle place du monde. Nous, on était horrifiés d'être dans cette maison-là.
Mais je regardais ma fille se promener dans les couloirs puis se revirer vers moi comme « Maman, t'as-tu vu? Comme il y a un lit normal, puis c'est pas des couleurs d'hôpital, puis les infirmières sont habillées normales. » Cette normalité-là, tout en sentant que c'était des gens excessivement compétents. Donc, c'est un peu pour elle, c'est le meilleur des deux mondes. Elle se sentait en sécurité avec des soignants, mais elle se sentait pas de l'autre côté de la rue, à l'hôpital. Et quand tu vois ton enfant trouver la paix après autant d'épreuves, aussi dur que c'est, t'as pas le choix. T'as suivi. Ça fait qu'après ça, moi, je me suis dit, OK, il faut que je trouve tous les moyens possibles pour me rendre à la même place qu'elle dans son acceptation. Ça a pris quelques mois. Puis, on lui a demandé de continuer ses traitements encore un peu, si jamais ça pouvait. Mais à la fin de l'année 2020, c'est elle qui a dû avoir des discussions au-delà de son âge de 15 ans à ce moment-là, pour nous dire, là, faut se préparer à la fin. Puis elle dit, j'ai pas envie de pas. J'ai dit, j'ai envie d'en profiter, là, les derniers moments. J'ai pas envie d'être tout le temps en train d'obliger de convaincre quelqu'un ou de rassurer. Non, elle a dit, là, faut. Elle dit, je vous demande de venir vers moi, là. Il faut avoir du fun là, pendant qu'on peut. C'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire en tant que maman. Mais c'était pas le temps de perdre, comme j'ai dit, c'est pas le temps là, d'être en désaccord avec ma fille. Là, là c'est moi qu'il faut qu'il pile sur « Let's go, maman, t'es capable. » Là. Tu piles sur toi, puis tu travailles dans l'acceptation parce que sinon, c'est elle qui va avoir à convaincre tout le monde. Je peux pas y laisser faire ce travail-là tout seul. Parce que grand-papa, grand-maman, les frères et sœurs sont pas aussi près que nous autres qui est dedans tout le temps. Là. Donc, c'était pas vrai que j'allais la laisser affronter ça tout seul. Elle avait besoin de quelqu'un d'autre qui était prêt comme elle. Puis ça a permis à ma fille et moi de rester très, très proches. Puis à elle de pouvoir avoir quelqu'un à qui elle pouvait tout dire. Il fallait que j'aille me cacher pour pleurer après certaines de ses confidences ou même de certaines de ses blagues parce qu'elle aimait ça, utiliser un peu l'humour pour casser le sérieux de la chose. Mais, tu sais, ton enfant, 15 ans, qui fait des jokes sur ses funérailles, moi, je suis contente de la voir faire des jokes, mais c'est épouvantable ce que ça peut faire à un cœur. Là. Donc, mais ça a été notre plus beau salut parce que ça nous a permis d'être proches tout le monde, tout le long. Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce que tu penses que parce qu'elle souffrait physiquement, qu'elle voulait comme en finir, tu sais, la chimio, est-ce qu'elle souffrait de ça? Est-ce qu'elle avait beaucoup d'effets secondaires? Est-ce que tu l'as vu souffrir ou... Ah oui, c'est sûr que je l'ai vue souffrir. Mais ça, c'était un peu ma bataille. Pendant qu'elle vivait ses traitements, moi, je m'assurais les équipes soignantes nous connaissaient bien, là, mais c'est de m'assurer que la gestion des symptômes était au top, puis de courir après les psychologues, puis les travailleurs sociaux, puis les services qu'on avait besoin, puis des activités psychosociales pour qu'elle ne tombe pas dans une dépression. Puis c'était moi qui allait mener les batailles un peu médicales pour s'assurer qu'elle souffre le moins possible. Mais puis cultiver la joie le plus pour essayer parce que tu peux pas enlever toute la douleur de ton enfant quand c'est impossible, là. Mais tu peux distraire la douleur. Donc, oui. On essayait de mettre le plus de joie puis de plaisir dans les petits moments, comme tout partout où on pouvait. Mais sinon, à ce jour, c'est la chose, c'est plus dur de voir souffrir son enfant que de le voir partir, probablement. Surtout quand il part après tant de souffrance. Mais non, cette souffrance-là, ça a été difficile. Une fois que les soins palliatifs sont rentrés dans notre vie, le niveau de souffrance à tous les niveaux a diminué. Puis ça, c'est ça mon regret, qu'on n'ait pas fait rentrer cette équipe-là plus tôt dans nos vies. Mais c'est normal, on est tous les parents qui ont passé à travers une maladie comme ça, les soins palliatifs, ça prend du temps avant qu'on accepte ça parce qu'on ne connaît pas assez le travail des soins palliatifs en pédiatrie. J'imagine que tu étais en arrêt de travail. Comment que ça s'est passé, oui. Cette période-là d'essayer de jongler avec... tu as un garçon de 18 ans présentement. À l'époque, il était plus jeune. Oui. Comment tu restes maman, puis que faut qu'il y ait l'argent qui rentre pour payer les billes? J'aurais
pas réussi sans mon village, sans mon entourage. J'ai la chance, moi, de mon modèle d'habitation que j'ai choisi, c'est la coop d'habitation. Donc, je fais partie d'une coop depuis plusieurs années où on partage les responsabilités de la vie collective, tout en n'étant pas dans la quête du profit. Donc, ça m'a sauvée parce que c'est plein d'empathie, puis c'est des gens qui m'ont aidé pendant les mois où il n'y avait pas de revenus, où mon loyer était ajusté en fonction de ça, où ils allaient chercher des subventions pour nous aider. Les amis, la famille, notre unité familiale, on est 3 parents chez nous. Donc, on a mon ex-conjoint et moi, on est restés des très bons amis. Puis, quand il a refait sa vie avec sa conjointe, ben, c'est devenu des amis. Puis, d'avoir été 3 parents, énorme différence. Je sais pas, je regardais les autres parents séparés, les mères monoparentales, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ça se fait pas seul. Ça se fait en... Je dis village, là, mais c'est une armée, là, une petite armée que ça prend. Puis c'est exactement pour ça que le retour au travail, ça a pris la Maison Papillon pour me ramener pleinement au travail. Ça a été très long. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, pendant un bout, c'est sûr que tout le monde aide, mais à un moment donné, il faut retourner. Puis c'est ça, j'ai un garçon qui a besoin de sa mère. Donc, ça a été ça mon moteur pour aller le mieux possible. Puis toute mon énergie, c'est lui qui l'avait. Puis après ça, quand l'énergie est revenue un petit peu plus, j'ai dit, OK, là, il faut que je la mette dans le travail. Et là, l'offre de la Maison Papillon affichait leur première offre d'emploi. Juste comme moi, je me décidais à retourner à temps plein. Mais ça a pris 3 ans avant que je puisse, presque 3 ans avant que je sois capable de retourner à temps plein au travail. Mais comment on se remet de ça, le décès d'un enfant? Est-ce qu'on se remet? Oui, mais non. C'est pas une peine qui diminue avec le temps. C'est quelque chose qui est toujours là. Il y a un avant, il y a un après. Mais c'est pas vécu dans la même détresse. On apprend à le porter. C'est vraiment quelque chose que tu apprends à porter, mais si tu essaies de... Je pense que c'est dans puis je pense qu'on a tous l'espoir de revenir comme avant ou quand je vais redevenir moi-même, quand je vais retrouver mon énergie. Non, il y a un avant puis un après, puis c'est correct. Parce que il y a des difficultés qui viennent avec ça, mais il y a aussi des grandes leçons de vie, une énorme dose d'empathie, de compassion, de patience, de résilience, que je pense que le monde a quand même besoin. Donc, c'est pour ça que moi, travailler pour le communautaire, c'est pas mal juste ça que je me vois capable de faire maintenant. Parce que une fois que ton cerveau a trié les priorités en fonction de la survie de quelqu'un, c'est dur de voir l'urgence dans les choses banales de l'administration quotidienne de la vie. T'sais. Je sais pas si je l'explique bien, mais on n'accorde plus la même importance à beaucoup de choses qui ne sont pas rattachées à l'humain, dans le fond. Ça t'a ramené à la base, à l'essentiel. Vraiment. À comme tasser le superficiel. Non, complètement. C'est parce que tu n'as pas le choix. Sinon, c'est là que le clash est entre l'épreuve que tu vis puis le monde autour est juste insupportable. Là. Parce que tu veux du temps. La seule chose que tu veux, c'est du temps. Puis, tu peux pas travailler. Non. De toute façon, le succès professionnel, toute cette partie-là de te réaliser à travers le travail, c'est plus une priorité, comme tu dis. C'est ton enfant, puis je veux juste pas m'imaginer. Là, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Tu parles, puis depuis tantôt, j'ai le cœur gros ça, on dirait que comme parent, je pense qu'il faut que tu sois parent pour comprendre ça. Puis là, mes enfants ont 9 puis 6, puis je fais juste imaginer ça, puis je me dis comme, c'est sûr que ça donne une leçon de vie, là. 100% que tu vas plus jamais revivre comme avant. Puis, même entretenir j'imagine, des relations. Est-ce que ça t'a fait faire du ménage dans ta vie, dans les relations que tu avais? Là, comme tu dis, le travail, ça serait le seul travail que tu préfères parce que tu le sais que tu fais une différence. Puis c'est pas... Tu sais,
travailler comme fonctionnaire ou dans l'administration, puis faire une tâche qui s'en va à quelqu'un d'autre qui fait une tâche que tu sais pas où est-ce que ça s'en va, qui est pas tangible, versus là, tu es dans le concret de... Tu sais, ceux qui écoutent le podcast, allez voir. J'ai pris le temps d'aller sur la page Facebook, puis d'écouter les témoignages, puis j'étais comme... Wow! Ouais. Juste wow, puis c'est là que je t'ai vu. Fait que, tu sais, c'est vraiment touchant. Puis je souhaite vraiment que cette maison-là, ça va être à Cantley, la maison. Ça va être à Cantley. C'est-tu certain à 100%? C'est certain à 100%. En fait, c'est ce qui a comme officialisé le début du projet. C'est la municipalité de Cantley, quand ils ont entendu qu'il y avait cette idée de développement en Outaouais, ils ont dit, OK, bien nous, on est prêt à vous donner le terrain. C'est qu'on on a eu le terrain avant d'avoir même l'approbation du ministère de pouvoir construire la maison. L'approbation est venue pas longtemps après parce que le besoin est réel. Mais oui, on va être sur le bord de la rivière. On va être sur le bord de l'eau. Fait que, cet exemple, là, tu prends comme Alonzo, vers, c'est quoi, la 307? Oui, vers Cantley. Puis on est vraiment à la porte de Cantley. Là. C'est un peu, une fois qu'on passe de Gatineau à Cantley, on est moins d'1 kilomètre après, puis on est sur le bord de l'eau, juste un peu avant la grange de Cantley, puis après les rapides, puis avant la grange de Cantley. Donc, juste entre les deux. Comme ça, on est près de l'hôpital. S'il y a un pépin, s'il y a quelque chose, c'est important pouvoir avoir accès à l'hôpital pour nos familles. Et d'avoir accès au bord de l'eau, là, pour des enfants qui sont malades à ce point-là, là, c'est quelque chose de quasiment impossible. Là, ça l'était même pour un enfant en oncologie. Là, je vous épargne même les polyhandicapés qui ont des maladies soit congénitales ou des maladies beaucoup plus complexes. Ça, c'est les enfants qui vont passer leur vie avec nous, là, ou plusieurs années. Donc, dépendant des chaises roulantes, l'accès à l'eau, on oublie ça, là. Juste le terrain ne permet pas, juste leur condition physique ne leur permet pas l'accès, mais souvent, c'est trop loin de l'hôpital, c'est trop risqué. Mais là, ils vont être accompagnés de médecins, d'infirmières. Donc, on va pouvoir leur permettre cette illusion de campagne tout en étant à moins de 8 km de l'hôpital. Donc là, il va y avoir des enfants en fin de vie, que ça soit comme comme imminent, à des enfants qui ont des handicaps qui ne sont pas en fin de vie? Comment ça fonctionne? La fin de vie, là, ça va être à peu près 15 des services qu'on va offrir seulement. Et c'est là la grosse nuance en pédiatrie qui est dès le diagnostic. Donc, tout le reste de nos services, c'est du répit. Donc, c'est un endroit, c'est du répit, de la transition, de la gestion de symptômes ou de l'accompagnement psychosocial. Donc, le répit, bien, c'est parce que c'est pas des enfants, tu peux pas avoir de gardienne, tu peux pas demander à grand-papa, grand-maman de garder si facilement que ça. Quand ils sont tout petits encore, ça va mieux, mais en vieillissant, il y a des manipulations physiques, c'est des enfants qui ne peuvent pas prendre de bain. Pour certains, à moins d'être dans une maison de soins palliatifs, ils peuvent pas prendre de bain parce que les parents n'ont pas les installations pour ça. Ils ont pas, ça coûte des milliers de dollars adapter une maison complète pour ces conditions de santé. Donc, ce répit-là va loin, mais ce répit, c'est pour que les parents se reposent ou juste pour que les parents puissent gérer le reste de la vie. On a certaines familles autour de nous, là, c'est une famille de 5 enfants, dont un avec une maladie très sévère puis qui est en soins palliatifs depuis la naissance. Les 5 autres enfants, ils ont besoin de papa, maman, ils ont besoin d'attention, ils ont aussi des événements de vie. Donc, pour que la famille puisse avancer puis continuer de vivre, bien, nous, on peut offrir ce répit-là. Chaque famille va avoir une 30aine de jours de répit. Sinon, c'est aussi la gestion de symptômes. Le traitement de chimio change. Il y a eu une grosse chirurgie. Les parents doivent apprendre une nouvelle manipulation, un nouveau traitement. On admet l'enfant avec ses parents pour que l'enfant, on puisse contrôler sa douleur, on puisse contrôler ses symptômes, on puisse trouver la bonne médicamentation pour pas qu'il y ait d'aller-retour à l'hôpital, des hospitalisations inutiles, passer par l'urgence quand tu es déjà tellement vulnérable. On veut vraiment éviter ça au maximum. Donc ça va être un service vraiment essentiel que moi, j'ai reçu pour ma fille aussi, là, après une opération où elle avait un drain au poumon qui venait d'être installé. Nous, on avait des manipulations complexes à faire si on ne voulait pas être obligé d'aller à l'hôpital à tous les jours.
Donc ça, là, on a pu avoir cet accueil-là. C'est des activités de jour, c'est des rencontres avec les travailleurs sociaux, les récréothérapeutes, les éducateurs spécialisés, autant pour l'enfant malade, peu importe son niveau d'autonomie, que pour les frères et sœurs. Je pense à mon garçon que ça prend aussi beaucoup de résilience d'être le frère et sœur d'un enfant malade. Il faut que tu apprennes à t'effacer, que tes besoins vont passer en dernier. Puis en fait, tu veux même pas que tes besoins passent en premier. Souvent, c'est l'enfant même qui va dire « Occupez-vous pas de moi, occupez-vous de ma sœur ». Mais eux aussi ont des besoins. Puis ça aussi, ça fait des enfants qui apprennent des grandes leçons de vie puis qui sont bien matures. Puis mon fils n'a jamais vraiment compris le drame adolescent, je dirais. Parce qu'il était comme « Mais je comprends pas pourquoi… » Il comprenait juste pas d'où ces émotions-là venaient, mais j'ai essayé d'expliquer à mon fils, mais ils n'ont pas eu la même perspective de vie. Si c'est ça pour eux, le pire qu'ils ont vécu, c'est le pire qu'ils ont vécu. C'est juste toi, ton pire, il est beaucoup plus haut. Là. Dans le fond, il va avoir... Est-ce que CHIO va aussi vous envoyer... Est-ce qu'il va y avoir un genre de partenariat avec genre Hôpital de Gatineau, Québec, Ontario? Tout à fait. OK. Fait qu'eux, ils vont quand même envoyer des gens de l'Ontario. Oui. Vous allez avoir le droit d'accepter... Oui, ça, c'est vraiment particulier parce qu'on ne voit pas ça souvent. Hein? D'habitude, on est habitué, on envoie les Québécois vers l'Ontario, mais là, effectivement, les familles qui sont traitées à CHIO ils vont continuer d'être traitées à CHIO, mais CHIO va être notre plus gros point de référence parce que c'est un hôpital pour enfants. C'est eux qui font l'essentiel des suivis pour les conditions de santé. L'hôpital de Gatineau, un peu aussi, pour des conditions plus à long terme. Mais CHIO va être une grande place parce que nos familles, même québécoises, sont redirigées vers les services de CHIO. Et on va pouvoir offrir aussi aux francophones de l'Ontario des services chez nous parce que Roger Neilson, ce sont tous des anges merveilleux, mais ce sont tous des anges anglophones. Parce que si CHIO peut offrir des services en français, Roger Neilson, l'expertise est tellement pointue. C'est une double spécialité dans le domaine de la santé. C'est trop difficile d'offrir les services en français. Donc, faut vraiment être très bilingue là, pour avoir ce niveau de soins-là ou une fin de vie dans une autre langue. Là. Donc, Puis c'est le fun parce que nous, quand mon fils il a eu le diagnostic du Hirschsprung, on ne comprenait absolument rien. Comme c'est quoi ça? Puis à l'époque, quand on a eu le diagnostic, il y avait 1 mois. Puis il ne pouvait pas l'opérer. Il était comme trop fragile. Fait qu'après, comme nous, il nous a dit, il ne peut pas faire caca. Fait que vous devez aller irriguer. Après ça, vous devez dilater. Après ça, vous devez aller sortir les selles. Mais comme, tu n'as jamais fait ça, là. Fait que là, OK. Fait que là, il t'explique tout ça. Mais là, tu arrives chez vous, puis là, tu as besoin des cathéters. Tu as besoin d'un paquet de trucs. Puis ça, c'est ça jusqu'à ce qu'il soit comme un peu plus grand pour se faire opérer. Fait que on appelle au CLSC de Gatineau. Personne ne connaît la maladie. Il nous envoie quelqu'un qui travaille en gériatrie, du genre, qui connaît même pas rien. Là. On a vraiment besoin de quelqu'un qui nous aide comment ça marche. On en a-tu sorti assez, tu sais, comme... Puis, on n'a jamais été capable d'avoir des services à Gatineau, là, comme évidemment. Je pense pas que c'est très rare, là. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est pas... en termes combien de Canadiens il y a ça, mais tu sais, je veux dire, comme parent, quand il m'a dit cette maladie-là, j'avais jamais entendu ça de ma vie, tu sais. Fait que c'est une maladie qui est génétique, puis qui s'attaque à la partie de l'intestin. Puis lui, c'était 11 cm près du rectum. Fait que à 3 mois, ils l'ont enlevé, mais il a fait une espèce de choc septique-ish. Fait qu'ils ont mis il y a eu une stomie comme le sac. Après, ben, faut que tu mettes le sac. Tu sois là, on s'entend qu'il y en a comme... Ça, c'est comme pas mal plus commun, là. Mais... fait qu'on dirait que moi, la façon que je me suis sentie, c'est comme si ici, à Gatineau, on a comme eu l'aide, mais en anglais, parce que le chirurgien, ben, il parlait pas français. Tu sais, oui, les infirmières à CHIO, comme pour vrai à CHIO, le service, c'est juste wow. Une chance qu'ils ont été là, ils nous ont donné plein de matériel. Sinon, on avait un genre de camion qui arrivait là, avec tous les cathéters qu'on faisait livrer d'un centre, les sacs pour la stomie. Mais tu sais, tu vis l'enfer, puis tu n'as comme pas de réponse. Fait que là, tu te mets sur un groupe Facebook, famille, Hirschsprung, nous, on était là-dessus, puis tu essaies de comprendre, genre, mon enfant va être capable de vivre normalement. Puis après ça, une fois qu'il y a la stomie, pour laisser tout se reposer, il faut que ça se reconnecte. Ben puis, oui. tu sais, à 7 mois, il n'avait jamais
fait d'essai là, par l'anus. Fait que c'était comme... Fait que là, ce que tu dis, on dirait d'être capable d'avoir... Comme je ne sais pas qui aurait pu nous aider ici puis qui aurait pu comprendre, tu sais, puis une chance qu'on a, sinon il aurait fallu aller à Montréal, j'imagine, mais d'avoir de l'aide avec ça, puis ça a été comme une chance, tout ça a fini par se résorber, mais ça a été 2 ans quand même stressant. Et puis c'est le début de la vie de ton enfant, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que de voir à ce moment-là, mon plus vieux, il avait 5 ans, puis il me disait, « Maman, est-ce que vous allez pas à l'hôpital, hein? » Comme il s'en rappelle, mais contrairement à ton fils... C'est comme si moi, ça me fâchait quand lui, il était comme, il avait un petit bobo. J'étais comme, oh my God, Zach, là, sérieux, ton frère, il a vécu pire que ça. Ouais. Il était comme trop jeune. Il s'en rappelle que son frère, il a eu des chirurgies, mais sa dernière chirurgie à Thomas, c'était en 2024. Zach comprenait que c'était différent, c'était pour un autre truc, malformation. Puis Isaac, tu le vois qui est comme protecteur envers son frère, mais il n'avait pas la maturité de comprendre tout ça. Mais je pense qu'il laissait, oui, la place à son frère. Mais d'avoir ce soutien-là à travers tout ça, tu veux des gens qui comprennent, comme tu peux juste me dire c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, comment on traite, c'est quoi les soins. Parce que tu n'as pas une formation comme infirmière. Ben non, c'est ça. Tout d'un coup, OK, tu te ramasses infirmière du jour au lendemain. Puis là, mais tu te rends compte comme tu n'as pas le choix de l'apprendre. Puis nous, ils nous avaient averti vraiment tôt, là, les soins à domicile du côté de Gatineau, malheureusement, en pédiatrie, ils n'ont pas les effectifs pour l'instant. Puis c'est tout, qui sont habitués d'avoir des gens avec le cancer, puis des gens avec certaines maladies, autant même les polyhandicaps, mais dans la pédiatrie, ça change quand même beaucoup, là. Les instruments sont différents, la médication est différente, les protocoles sont différents. Puis si tu ne l'as pas appris, bien, c'est toute une nouvelle discipline, là. Ça serait comme demander aux médecins généralistes de devenir pédiatre du jour au lendemain. C'est la même chose pour nos infirmières. Donc là, présentement, à Gatineau, on est mal pris. On doit, c'est ça. Soit on s'en va à Ottawa, ça c'est si tu es correct, tu es assez à l'aise avec l'anglais, parce que pour certaines familles, à un moment donné, c'est un mur, là. Si tu comprends rien, tu comprends rien. Puis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, par défaut, qui vont, des gens de l'Outaouais qui vont à Chio. Oui, aussi, ben parce que c'est un hôpital pour enfants. Il est là. Il est là pour eux, on le sait, puis c'est ça. On se le cachera pas que tout est à améliorer dans notre système de santé, particulièrement en Outaouais. Est-ce que vos médecins, vous allez avoir une équipe multi, c'est sûr, là, j'imagine, nutritionniste, médecin, psy, ergo, blablabla. Est-ce que ça va être des gens qui viennent d'ici de l'Outaouais ou vous êtes allés chercher Parce qu'eux, ils ne seront pas bénévoles, là. Je veux dire, il va y avoir... j'ai vu que vous étiez à la recherche de bénévoles, mais ces gens-là sont comme travailleurs autonomes ou... Non, ils peuvent potentiellement, mais c'est des professionnels forts. C'est ça, les gens doivent avoir la double discipline. Pas nécessairement toutes, parce qu'on peut quand même compléter avec une formation. Exemple, un soignant qui a de l'expérience en soins palliatifs, mais pas en pédiatrie ou vice-versa. En fait, l'expérience en pédiatrie, je dirais, est plus... et surtout ce qu'on recherche, mais notre bassin va venir de partout au Québec, là, de candidats potentiels. Présentement, on a 2 pédiatres qui sont en train de faire une qui a terminé, et Dr Geneviève Guétan, qui est pédiatre à Gatineau, et Dr Jérémy Saban, qui est en train de compléter sa formation. Et on a une infirmière aussi, qui est aussi membre de notre CA, qui a fait sa formation, sa spécialisation en soins palliatifs et fin de vie. En ce moment, vous avez amassé combien? Est-ce que vous pouvez le dire? Vous avez amassé combien de... Oui. Bien là, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on a dépassé le 8 millions du 10,9 qu'on cherche. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour la région. On est très contents. Et il reste encore les petits derniers millions, là, puis je trouve toujours ça drôle de dire petit avant le mot million. Mais pour ce genre de projet, on peut. Il nous reste les derniers 1000, comme on dit. C'était un marathon, on est dans le sprint final de la levée de fonds. Et c'est pour ça que là, maintenant, là, la communauté d'affaires, le secteur communautaire nous connaît, la communauté d'affaires nous connaît, mais là, on a besoin que les gens
parle un peu plus de soins palliatifs. C'est dommage à dire, mais c'est beaucoup parce qu'on n'en parle pas qu'il y a si peu de maisons de soins palliatifs pour les enfants au pays. Dans le monde, en fait. Là. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, il y avait une délégation de Belgique qui venait visiter la maison de Montréal pour comprendre comment on faisait les soins palliatifs au Québec. Ça prend combien d'argent pour démarrer le projet? Bien, parce que là, c'est pas monté. Il n'y a rien. La construction n'est pas commencée. Non. Donc là, quand on s'est parlé, tu m'avais dit juillet, mais là, en ce moment où est-ce qu'on tourne le podcast, on est en mai. Oui, on est en mai, c'est bientôt. Mais en fait, on attend des réponses de financement qui nous permettraient de lancer la construction au mois de mai. Donc, c'est vraiment dans les prochaines semaines, on devrait être fixé à savoir si on peut démarrer cet été ou si on doit repousser de quelques mois encore. Mais le projet va de l'avant, ça c'est certain, c'est le quand. Puis ce qu'on veut éviter, c'est d'hypothéquer ou de fragiliser l'avenir. Une fois que cette maison-là va être ouverte, on ne peut pas se permettre de couper quoi que ce soit à ces familles-là. Donc, on est très conservateur dans notre approche, mais je pense qu'on se protège aussi. Puis, on est à l'avance. Ça prend 10 ans, en moyenne, lancer un projet comme ça au Québec. On est dans la 6e année. Parce que l'argent vient du communautaire. Là, ça fait 6 ans que le projet a commencé? Ça fait 6 ans que le projet a commencé. Ah, fait que dans le fond, la construction, vous planifiez combien de temps? Ça pourrait être, quand que ça pourrait être opérationnel? 8 à 12 mois, la construction. C'est que ça ne sera pas le bout le plus long parce qu'on a vraiment une belle équipe autour de nous. C'est BBL Construction qui va mener le projet puis qui nous appuie, là, mon Dieu, là, au-delà des attentes d'un contracteur général. Il nous appuie dans notre levée de fonds, dans nos événements, avec même les événements de nos partenaires qui sont des événements non officiels. On est très, très, très chanceux d'avoir ça, mais oui, c'est long. C'est 6 ans de travail. En fait, le projet a été initié exactement au même temps où moi et ma fille, on mettait les pieds à Roger Neilson pour la première fois du côté d'Ottawa. Donc, pendant que nous, on menait notre lutte de famille, bien, il y avait les entrepreneurs de la région qui commençaient à élaborer ce projet-là. Et bien, la première rencontre du conseil d'administration de la Maison Papillon était au printemps 2021, donc le printemps où ma fille a eu ses ailes. Alors, je crois que nos histoires devaient se croiser. Mais oui, c'est tout ça que ça prend comme temps à développer un projet de la sorte parce que c'est pas des projets qui sont subventionnés ou financés par le gouvernement pour la construction puis le développement. Donc, l'argent vient à 100% de la communauté. Même la formation des pédiatres là, que je parlais tantôt, là, c'est nos donateurs qui payent ça présentement. Bien, le gouvernement peut-tu donner à un OBNL? Ça dépend où sont les priorités au niveau des budgets, là, mais là, au niveau des soins palliatifs, les investissements au Québec sont du côté des maisons des aînés et des CHSLD, ce qui exclut de facto la pédiatrie du portrait complètement. Donc, c'est 100% communautaire. Ça vient de la générosité des gens, des entrepreneurs de la région, des monsieur, madame, tout le monde qui entend parler de notre histoire puis qui est touché. Des gens comme toi qui nous organisent des activités puis qui donnent une partie des profits de leur événement. C'est les citoyens de Cantley qui ont organisé le grand cimetière hanté là, au profit. Ça réunit là, 4000 personnes qui vont visiter le cimetière. C'est tous des parents citoyens qui lancent ça. C'est ça notre survie. On n'est rien sans notre communauté de l'Outaouais. Pour ceux qui écoutent le podcast le 13 juin, puis je vais m'assurer de le sortir avant, le 13 juin, on attend à peu près 500 athlètes qui vont compétitionner dans la simulation IROX Québec-Gatineau. Les fonds de stationnement vont être donnés à la Maison Papillon Enfants Famille et il va y avoir un kiosque aussi. Fait que les gens qui ne compétitionnent pas, qui veulent venir voir l'événement, il va y avoir un kiosque, on va faire une espèce de 50-50, là, probablement on est en train de voir si on pouvait faire ça, mais vous allez pouvoir donner aussi pour le stationnement et directement pour la Maison Papillon Enfants Famille. C'est un événement qui est vraiment cool parce qu'on voit des gens, des athlètes, oui, mais des gens qui partent de rien, qui se lancent ce défi-là avec le sport de courir. C'est une super belle discipline, puis c'est un bel accomplissement. Fait que d'avoir des gens qui viennent encourager à cette journée-là,
Vraiment cool qu'on ait ça ici à Gatineau. Mais il faut prendre soin de notre santé. Hein, puis quand on l'a, soyons-en fiers. Puis de voir ces deux causes-là réunies, là, c'est très touchant parce que tu demanderais à ces enfants en soins palliatifs là, qu'est-ce qu'ils feraient s'il n'y avait aucune limitation physique. Là. Puis c'est toujours des affaires de Daredevil ou de casse-cou. Puis c'est comme ils veulent le rush d'adrénaline. C'est que c'est le dépassement physique puis le défi physique, je trouve, est tellement une belle façon de parler de notre cause parce que c'est vraiment quand une maladie comme ça arrive dans ta vie, dans ta famille, que tu comprends à quel point tout est fragile puis que notre corps, on ne devrait jamais prendre pour acquis, peu importe notre âge. Puis tu sais, c'est ces trucs, le cancer, là, on s'entend, ma mère en a eu un, puis que tu sois en santé ou non, il y a des choses que dans la vie, tu peux avoir comme facteur de protection. Mm-hmm. Puis des fois, on dirait que tu as quelque chose de maladie puis tu te sens donc coupable. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Des fois, c'est pas de ta faute pour apprendre à lâcher prise. Puis depuis tantôt, on parle, j'ai comme une question que je voulais te poser parce que, oui, des fois, je fais de l'anxiété puis je me dis, t'as l'air tellement comme, comment je dirais, en paix avec tout ça. Puis comme maman, comment tu fais pour gérer l'espèce d'anxiété qui dit comme ça l'arrivait à mon fils ou est-ce que tu as déjà eu cette... ou ça fait pas partie de tes pensées ou comment tu vis? Est-ce qu'il y a eu de l'anxiété après avec la fragilité de la vie ou, tu sais, pour toi, c'est pas quelque chose que tu as vécu? En fait, c'est drôle que tu le mentionnes, puis je me dis, ça me semble que j'aurais dû avoir ces pensées-là. Mais je pense que je me suis pas laissée les avoir. Je dois dire que, tu sais, il y a des moments, genre comme quand mon fils a eu l'âge du premier diagnostic, là, il y a comme quelque chose qui a respiré en moi. Comme si, puis pourtant, le cancer n'est pas à une semaine près, mais moi, c'était psychologique. Là, on dirait que ça m'a rassurée quand les frères et sœurs d'Ariel ont dépassé l'âge qu'elle avait. Mais je pense que c'est ça, c'est que le cerveau, ma tête ne veut pas me laisser aller dans cette anxiété-là. Puis tant mieux. Oui, parce que sinon, mon Dieu, ça serait pas une vie. Puis, tu sais, oui, je suis en paix jusqu'à un certain point, puis, tu sais, je suis capable d'en parler, ça me fait plaisir parce que je connais l'importance de prendre parole. Mais je suis pas comme ça 24 heures sur 24. Non, c'est correct. Puis, si je suis encore debout, c'est parce que j'ai des amis incroyables. J'ai une psychologue, une travailleuse sociale, une psychoéducatrice qui m'aide. J'ai eu des groupes de support. J'ai un médecin un médecin de famille qui devrait enseigner c'est quoi la médecine de famille, selon moi, là, qui a été above and beyond pour nous aider puis pour s'assurer qu'on reste fort. Mais c'est pas facile. J'apprends encore comment être après elle. Mais aider les autres puis parler de ces réalités-là, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Puis d'être entouré. Tu sais, le groupe de sport, j'imagine, c'est avec des parents qui ont déjà vécu, qui sont dans le deuil, avec qui tu peux comme partager. Oui, bien, tu parlais des forums tantôt. Tu sais, on n'a tellement pas de ressources, surtout quand des maladies que le monde, que même c'est tellement pas rassurant quand un médecin dit « Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. » Là, c'est tellement la dernière chose que tu veux te faire dire. Puis tu te sens tellement tout seul. Les groupes de sport, les forums, ça a vraiment été d'une aide incroyable. S'il y a quelque chose de... C'est tellement simple, un groupe de support, mais c'est tellement précieux. Puis on bénéficierait d'en avoir beaucoup plus en Outaouais parce que c'est souvent ça, la chose la plus dure. On le sait qu'on n'est pas seul comme parents à avoir vécu ça, mais dans le quotidien, on se sent incroyablement seul. Surtout quand tu vois la vie autour continuer, puis les nouvelles, la météo, tout ça, ça continue, là, mais ça, c'est encore une absurdité. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme deux vitesses différentes. Puis j'ai encore beaucoup d'empathie pour toutes les familles qui sont dans le crunch de tout ça. Il y a une part de chance puis une part de tête dure qui fait que je suis encore... que je suis capable d'être zen là-dedans, je crois. Puis de te permettre d'avoir des moments difficiles. Parce que c'est correct. Ben oui, mais on se le permet pas beaucoup en société. Je trouve il faut se permettre ces moments-là. Il faut être capable de le dire, hey, ça va pas, ça se peut que je sois off aujourd'hui. Tu cherches pas de la pitié, tu cherches juste à
un niveau de compréhension qui fait que ben, tu n'es pas obligé, juste pas être obligé de faire semblant, ne serait-ce que ça. Continue de t'imposer les mêmes attentes de performance, mais au moins, juste le nommer des fois. Juste être capable d'être, OK, ça va pas, mais ça va aller. Il n'y a rien qui reste. Tout est éphémère. C'est peut-être ça aussi qui fait que je pense pas trop à est-ce que mon fils pourrait être malade? Est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose à un autre de mes enfants? Tout est éphémère dans la vie. Puis j'essaie de me rattacher à... Puis que c'est correct. C'est une espèce de cycle. C'est une... Mais ça fait peut-être pas juste partie de toi, dans ta personnalité. Puis même des fois, moi, je suis comme, arrête de t'inquiéter, cerveau. Allô, 1, 2. Ah, ben, Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je le sais qu'il y a des choses qui sont pas rationnelles dans mon cerveau, puis je suis comme pas rationnelle, qui est comme, fait confiance en ce qui s'en vient. Tu sais, des moments de découragement, des moments de... Oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour comme... Juste... Il me reste 50 ans peut-être devant moi, là, comme... Il faut que je les habite, ces 50 ans-là. Et c'est dur quand il y a ce vide-là. Là. Puis tu le sais que le vide, il s'en va pas. Il faut juste apprendre. Il faut que tu construis des fleurs. Il faut que tu plantes des fleurs autour de ton trou que tu as dans le cœur. Comme le trou ne se remplira pas. Mais tu peux rendre ça un petit peu plus beau autour. C'est drôle. Je suis anxieuse de nature quand même. Mais ce qui me rend anxieuse est différent maintenant. Oui. Ouais. Puis des fois, c'est des niaiseries. Là. Mais... Et ouais, je pense qu'il n'y a pas de journée égale. Je pense que vivre de manière authentique et de pas porter de masque, là, comme j'essaie pas de faire semblant. Si ça va bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Si ça va bien, tu vas le savoir. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Les gens qui veulent donner, je terminerai avec les gens qui veulent donner en ce moment. Est-ce qu'il y a une façon de donner sans participer à un événement, comme on parlait sur le site? Comment ça marche? Il y a à peu près 75 façons de donner, c'est ça qui est le fun. Outre toutes les activités qu'il y a lieu dans la communauté, sur notre site web qui est maison-papillon.org, c'est tout simple. Puis je dirais que la maison, même sur Google, les moteurs de recherche, on est facile à trouver. Sur notre site, on explique il y a bien les façons de donner. On a une page Canada Dons sécurisée sur laquelle on peut faire les dons en ligne. On peut envoyer un chèque par la poste. On peut aussi m'appeler. Puis des fois, il y a des gens, j'aimerais ça faire un don, mais en même temps, on peut-tu se parler? J'aurais comme des questions, j'aurais d'autres idées. Donc, appelez-moi. On va peut-être aller prendre un café ou je vais prendre votre don. Mais il y a vraiment beaucoup de façons. On a des bas Maison Papillon maintenant aussi. Je veux les bas. Qui sont très cute. Où que je peux les acheter? Ils sont en vente sur la boutique. On a fait un partenariat avec la Ressources Outaouais Intégration, donc qui facilite l'intégration sur le marché du travail de personnes qui ont des difficultés de vie, soit au niveau intellectuel, troubles d'adaptation, mais ou juste des personnes plus vulnérables, ça leur permet de se revaloriser par le travail. Puis, ils ont une boutique en ligne, donc la Source des Aubaines, mais encore là, sur notre site web, toutes les manières d'acheter ces bas-là sont présentes. Sinon, les IGA Famille Charles de l'Outaouais. Donc, il y en a un à Gatineau, un à Caneclé et un à Chelsea. Gatineau, c'est-tu Montépaiement? Oui, Montépaiement, exactement. Mais là, je viens d'avoir une idée. On ne pourrait pas les avoir ici, la journée de la compétition. Ça va me faire plaisir d'amener nos bas Maison Papillon. On pourrait dire aux gens, puis je pourrais envoyer plein de gens les acheter puis courir avec les bas. Ça serait vraiment chouette, ça. C'est parce qu'ils sont très... Là, c'est ça, pour ceux qui... Là, on est audio, là, mais ils sont très colorés. On est audio, mais il y a des caméras. Oui, c'est vrai. Tu vois. T'avais oublié? J'avais oublié. C'est une bonne chose que j'oublie, sinon j'aurais bafouillé un petit peu plus. Mais ils sont très jolis, nos bas, très colorés. OK, fait que là, on s'est dit sur caméra que tu vas les apporter. Oui. Puis moi, je vais faire de la promo pour que les gens aillent les acheter puis course. Super. Avec les bas. Ça va être super cool. Merci d'avoir accepté mon invitation puis de t'être ouverte parce qu'au début, je suis comme, tu sais, je peux pas dire. Ça m'a comme... Des gens ne se connaissent pas. De parler d'un sujet, je trouve qu'il est tellement dans l'intimité. Oui. C'est tes jardins secrets puis dans des choses qui a de la douleur, du deuil. Fait que on dirait que ça a été vraiment... Tu m'as rendu ça facile. Tant mieux, tant mieux. Je suis contente que... parce que je vais citer Félix Leclerc là-dessus.
c'est grand, la mort, c'est plein de vie dedans. Puis c'est là-dessus que je focus beaucoup, toute la vie qu'il y a autour de ça. Puis ça rend ça plus facile. Merci, my God. Fait qu'on se voit le 13. Oui, avec plaisir. Puis j'espère que la place va déborder puis que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. On est prêts. Yeah!